Que se passe-t-il dans les couloirs de la plus célèbre et de la plus sulfureuse des banques britanniques ? La pieuvre HSBC, la banque aux 1000 scandales qui a dominé le monde financier pendant des décennies, montre des signes de santé inquiétants. À la Bourse de Londres, son titre est capricieux et dégringole de 39,96% en un an, après qu'il s'est déjà effondré en 2020 pendant la crise sanitaire. Dans le milieu, on ne parle plus que de ces plans de restructuration qui s'enchaînent depuis plusieurs années sans jamais apporter les améliorations attendues. Devenue too big to fail bien avant ses concurrentes, elle a récemment été sommée par la Banque d'Angleterre, avec quelques autres de ses consoeurs, de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation et éviter aux contribuables anglais d'avoir à mettre la main à la poche en cas de difficulté, voire, le mot est lâché, de faillite. Il faut réussir à s'imaginer HSBC en faillite, car il y a 12 ans seulement, c'était la deuxième plus grosse banque du monde en termes de capitalisation boursière, et avant ça encore, c'était elle qui dominait la planète en reine de l'argent, présente partout en tant que banque des voyageurs et des grandes fortunes. C'est pour elle qu'on a inventé le terme de bankster. Son pouvoir n'avait quasiment aucune limite. Elle s'est longtemps crue au-dessus des lois, mais toutes les bonnes choses ont une fin, l'heure est au compte. L'actualité d'HSBC est chargée et c'est l'occasion pour moi de revenir sur l'histoire de la banque la plus provocante de l'histoire, pourquoi elle a été créée et comment elle a conquis le monde financier au mépris de toute déontologie. Les origines de ces difficultés, dont je vais vous parler ensuite, sont aussi porteuses d'espoir pour les opposants à la plutocratie et au big banking qui domine toujours le monde, car HSBC est à deux doigts de perdre aussi son statut de too big to jail, trop gros pour aller en prison. Je sens que vous avez très envie de savoir ce qui a brisé les pieds d'argile du colosse, alors je ne vais pas vous faire attendre, mais juste avant, pensez à prendre une demi-seconde pour vous abonner si ce que vous voyez vous plaît. C'est gratuit, c'est le meilleur moyen de ne manquer aucune info ou analyse, mais surtout, on adore ça. Et tant qu'on y est, après, promis, j'arrête, pensez à vous abonner à la newsletter, sans doute la plus sympa et la plus complète et 100% gratuite. Si, je vous assure, allez voir par vous-même, ça aussi c'est gratuit, et bienvenue sur Money Radar. HSBC a officiellement été fondée pour, je cite, « financer les échanges commerciaux croissants entre l'Europe, l'Inde, l'Amérique du Nord et la Chine ». C'est ce que l'on peut lire sur son site officiel. On y parle de thé, de soie, de riz ou encore de sucre, mais la réalité historique est un petit peu différente. L'histoire d'HSBC commence avec la fin des guerres de l'opium. Nous sommes en Chine en 1860. La dynastie Qing a perdu les deux conflits qui l'ont opposé à l'Empire britannique, d'abord, puis à une coalition alliée composée de l'Angleterre, des États-Unis et de la France. En jeu, le commerce de l'opium, cette substance tirée du pavot cultivé en très grande quantité en Inde, alors territoire rattaché à la couronne d'Angleterre et dont l'Occident est particulièrement friand. Les Qing voyaient d'un très mauvais œil cette drogue, aussi consommée parfois abusivement par les Chinois, circuler librement sur son territoire depuis l'Inde jusqu'au port de Hong Kong, au sud-est du pays. Hong Kong est alors occupé depuis 1839 par les Anglais et c'est le principal port reliant l'Asie aux autres continents, stratégiquement placé pour approvisionner tous les territoires de l'Empire jusqu'à l'Australie. Après sa défaite, le gouvernement chinois est contraint de signer le traité de Nankin, par lequel il cède à l'Angleterre ce territoire de 1100 km², peuplé de 125 000 habitants, auquel s'ajoute par la suite la péninsule de Kowloon. Hong Kong va alors se transformer en plaque tournante du commerce mondial du thé, de la soie, du riz, du sucre, mais aussi de l'opium qui continue de circuler et qui fait la fortune des importateurs européens. Parmi eux, un commerçant écossais, Thomas Sutherland, voit la santé de ses affaires handicapée par un système bancaire archaïque. Il décide de prendre les choses en main et de fonder sa propre banque le 3 mars 1865. 10 ans plus tard, la Hong Kong and Shanghai Bank Company est déjà présente dans 7 pays, dont l'Angleterre, la France, la Chine et les États-Unis. Elle est dirigée par Sir Thomas Jackson, un Irlandais ancien responsable du financement des opérations coloniales à Hong Kong. Et grâce à lui, elle est déjà devenue la plus grosse banque d'Asie. Jusqu'à la fin des années 1910, les affaires sont florissantes. Les plus gros acheteurs et les hommes d'affaires fortunés se pressent pour ouvrir leurs comptes dans cette banque exotique. HSBC facilite les échanges internationaux, émet la monnaie locale, le dollar hongkongais, et finance les grands projets du territoire. Mais elle propose aussi les meilleurs services de banque d'affaires et délivre des conseils en gestion de patrimoine performants. Elle accorde aussi des prêts aux États d'Asie qui souhaitent accéder aux bienfaits de la révolution industrielle et finance leurs infrastructures comme la construction du chemin de fer ou l'exploitation des ressources minières. Toujours très centrée sur l'Asie, la banque se remet rapidement des effets de la Première Guerre mondiale.
Le commerce de l'opium, substance déclarée vénéneuse en Europe, subit un grand coup d'arrêt un peu avant le début des années 20, mais là encore, elle s'adapte. Même la Grande Dépression de 1929 ne l'arrête pas. Dans les années 30, elle inaugure un nouveau siège social Art déco. Pour en garder ses portes, Stitt et Steven, deux statues de lion grandeur nature, roi des animaux devenus depuis des légendes. Après la Deuxième Guerre, HSBC va participer à la reconstruction et à la modernisation de Hong Kong, développer un catalogue très fourni de services bancaires novateurs et rentables, s'implanter sur les 5 continents et gagner sa réputation de meilleure banque internationale parfaitement adaptée aux voyageurs. En 1984, l'Angleterre annonce la restitution prochaine du territoire de Hong Kong et de la province de Kowloon à la Chine, alors qu'un nouveau siège d'HSBC vient d'y être construit. Tant pis, en 1992, elle déménage son siège à Londres et devient HSBC Holdings. Nouvelle stratégie de développement, la banque s'agrandit et impose son logo à l'étranger en rachetant des banques locales, comme la Marine Midland Bank aux États-Unis ou le Crédit Commercial en France. En l'an 2000, c'est la 6e plus grosse société du monde selon le magazine Forbes. 6 ans plus tard, elle publie le résultat record de 32,3 milliards d'euros et jouit alors du statut de plus grosse banque d'Europe, bien utile pour s'ouvrir le marché d'Afrique du Nord et inaugurer une première succursale en Algérie. Et puis, il y a eu 2008. Le 8 février 2007, la banque lance un Profit Warning. Un Profit Warning, c'est une annonce faite au marché que les résultats attendus pour une période donnée ne seront pas aussi généreux que prévu. En cause cette fois de grosses provisions pour créances douteuses qui se comptent en dizaines de milliards d'euros. HSBC est assise sur un énorme portefeuille de subprimes quand la crise éclate. Mais heureusement, elle est parvenue à en écouler une bonne partie sur les marchés juste à temps pour éviter le pire. De 2005 à 2007, elle fait partie des plus gros vendeurs de subprimes, tout en connaissant les risques. Et quand les faillites de ses acheteurs s'enchaînent, elle s'en sort plutôt bien. Elle sera tout de même condamnée par la justice britannique pour les méthodes douteuses de vente de ses produits dérivés. Une amende de 765 millions de dollars, autrement dire une paille comparée à l'ampleur du raz-de-marée financier que les subprimes ont déclenché. 2 ans plus tard, en 2010, HSBC est la 2e plus grosse banque du monde en termes de capitalisation. Et puis, tout a changé. À présent, chaque année, elle dégringole un peu plus bas dans les tableaux. De sa 2e place, elle est tombée à la 12e. Elle emploie toujours 220 000 salariés dans le monde, mais c'est 46 000 de moins qu'en 2015. Son cours boursier reflète le recul de ses activités un peu partout dans le monde. Banque de détail, de financement, d'investissement, de marché, toutes ces activités sont concernées. Les actifs gérés progressent, ils s'élèvent à 2 918 milliards d'euros en 2021, contre 2 715 milliards en 2019, mais le produit net bancaire n'est toujours pas revenu à son niveau d'avant la crise. Elle continue d'être la banque numéro 1 dans le cœur des Globetrotters, mais elle est en pleine mutation, une mutation forcée. Pas seulement par ses orientations politiques et ses choix en matière de développement commercial, mais surtout par ses activités les plus douteuses qui la rattrapent et commencent à lui coûter cher en argent et en images. Depuis sa création, la banque jongle avec les lois et les règlements. La personnalité de ses fondateurs hante toujours ses grandes décisions et en 150 ans d'existence, elle s'est forgée une réputation sulfureuse, mais qui, comme nous allons le voir, est amplement méritée. HSBC et la drogue, c'est une longue histoire qui n'a jamais pris fin, pas même avec l'interdiction du commerce de l'opium. De 2003 à 2010, la banque a reconnu avoir ouvert des agences en Amérique du Sud et au Mexique pour faciliter le blanchiment des millions de dollars en petites coupures déposés à ses guichets par les narcotrafiquants. L'affaire éclate en 2012 en même temps qu'une autre, dans laquelle cette fois elle est accusée de financer le terrorisme islamiste. Selon les résultats d'une enquête menée par l'OCC, une division du Trésor américain, plusieurs grands financiers d'Oussama Ben Laden sont clients de la banque. Et pire encore, depuis 2003, elle facilite les transferts de fonds vers le Moyen-Orient, notamment l'Iran, en violation d'un embargo qui l'isole du reste du système financier. Pour ses chefs d'inculpation, la banque, qui reconnaît les faits, écope d'une amende de 1,9 milliard de dollars et le versement met un terme à l'enquête. Tant mieux, car il y a d'autres chats à fouetter. Son nom est cité depuis 2008 dans l'affaire des Swiss Leaks, un formidable réseau d'évasion fiscale impliquant des célébrités, des politiciens, de grands industriels, plus de 100 000 clients qui ont déposé 180 milliards d'euros dans près de 20 000 sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux. HSBC reconnaît encore les faits, paie 200 millions de dollars d'amende et fait une promesse. Elle s'engage à changer radicalement de politique et à mieux contrôler les activités de son réseau de filiales. Et il vaut mieux car cette fois son image de marque commence à se dégrader sérieusement. Mais incorrigible, on la retrouve de nouveau dans les Panama Papers qui concernent là encore l'argent des milliardaires, des célébrités ou des chefs d'État et les paradis fiscaux. Mais qu'est-ce qu'un scandale de plus après celui de l'Euribor ?
Entre 2005 et 2008, elle a passé un accord avec 6 autres grandes banques pour manipuler le cours de l'Euribor. C'est la Barclays qui a vendu la mèche aux autorités contre l'immunité dans cette affaire. En 2014, HSBC accepte la sentence et paye 33,6 millions d'euros d'amende pour entrave aux lois de la concurrence. Une bien piètre punition au niveau financier, mais ça commence à faire beaucoup pour l'opinion publique. En 2017, elle revient à nouveau sur le devant de la scène avec un autre bad buzz. Son responsable monde de la branche courtage et son responsable du marché des devises pour l'Europe sont arrêtés. On les soupçonne de fraude et de délit d'initié. En décembre 2011, un gros client choisit la banque pour un ordre d'achat de livres sterling de l'équivalent de 3,5 milliards de dollars. Juste avant l'opération, les 2 cadres qui savaient que le cours de la livre allait monter ont pris soin de passer quelques ordres d'achat à découvert. La banque encaisse une plus-value de 8 millions d'euros et eux devront répondre de leurs actes devant la justice américaine. Financement du terrorisme, de la drogue, fraude fiscale organisée, manipulation en tout genre, HSBC s'est toujours plié en 4 pour satisfaire sa clientèle très privée et favoriser ses propres intérêts au mépris de toutes les lois depuis un peu trop longtemps. Malgré ses promesses réitérées par l'actuelle équipe dirigeante, elle reste fidèle à elle-même et continue de flirter avec les limites, mais elle n'est plus aussi rentable qu'avant. Elle est par exemple lourdement pénalisée pour avoir raté le virage du numérique et de la banque en ligne. Si son site internet permet de réaliser absolument toutes les opérations bancaires à distance exactement de la même façon que dans une agence physique, elle n'a pas de filiale de banque en ligne, l'une de ces fintechs qui rapportent des millions et sont déjà classées comme licornes, et elle n'a aucun moyen de faire face à leurs appétits dévorants. Mais elle se heurte aussi à une crise d'image particulièrement sévère. En 2017, lors du Forum économique mondial de Davos, elle a dû s'expliquer sur les financements accordés aux sociétés agro-industrielles qui rasent les forêts d'Indonésie et de Malaisie pour y planter des palmiers à huile. La réponse n'a pas été très claire. Enfin, tout récemment, l'un des hauts cadres de sa filiale suisse, encore elle, Stuart Kirk, est intervenu lors d'une conférence au thème passionnant « Comment placer son argent en protégeant l'environnement ». Il a provoqué un tollé dès les premières minutes. Pour ce fervent climato-sceptique, le changement climatique est une hérésie. Nous ne devrions même pas nous en préoccuper. Ce n'est pas très malin, mais c'est franc. Il a été suspendu, mais le mal était fait. Depuis 10 ans, HSBC enchaîne les affaires embarrassantes et restructure à tour de bras. Elle licencie des dizaines de milliers d'employés et se sépare de ses filiales les moins rentables, comme le Crédit commercial de France. Fermement bridé par des charges d'exploitation délirantes de l'ordre de 65% du produit net bancaire, le réseau français aux 800 000 clients perd tellement d'argent que l'acheteur est un fonds vautour, Cerberus, l'un de ses spécialistes du rachat de dettes et de détresse. Le CCF va si mal que pour que la transaction puisse avoir lieu, HSBC va devoir payer 1,9 milliard d'euros pour que Cerberus daigne reprendre le coûteux réseau de 244 agences et ses 3 900 collaborateurs. En faisant cela, elle quitte la France, physiquement parlant. Depuis 2019, c'est Noel Quinn qui dirige l'empire sino-britannique. L'homme le connaît sur le bout des doigts et il a quasiment occupé toutes les hautes fonctions avant d'atteindre le poste de président. À peine arrivé, en 2020, il lance un nouveau grand plan de restructuration, annonce 35 000 suppressions de postes et une réduction de ses activités de banque d'investissement pour se recentrer sur ce qu'HSBC sait faire de mieux, la gestion de fortune et la grande clientèle internationale. Il veut simplifier la pieuvre, supprimer les tentacules superflus de la bureaucratie et rendre le groupe plus agile. Il veut réduire les coûts exorbitants de son réseau sans pour autant réduire les investissements. Enfin, il veut remodeler le groupe en cédant ses filiales les moins rentables pour réorienter les capitaux vers des activités plus lucratives et reprendre le chemin de la croissance harmonieuse. En tête des objectifs, la réduction de sa présence en Europe, aux États-Unis et même en Grande-Bretagne au profit de l'Asie. Et encore un choix controversé, du Moyen-Orient. 2 régions du monde à l'avenir florissant et avec lesquelles elle a déjà l'habitude de travailler. Quinn n'a qu'une idée en tête, améliorer les rendements pour servir une rentabilité nette de 10% en 2020 et de 12% en 2022. Raté. Les actionnaires de la Banque au Lion attendaient beaucoup de ce plan de restructuration, mais c'était sans compter la crise sanitaire. Aujourd'hui, le résultat net n'est toujours pas revenu à son niveau de 2018, alors qu'il a déjà été divisé par 2 en 2019, juste avant l'arrivée de Quinn. Pourtant, les marchés se sont satisfaits de ces annonces. En bourse, le titre rebondit depuis la fin 2020. Il vient de revenir à son niveau de mars 2020 et il est de retour dans le viseur des fonds d'investissement. À ce sujet, 98% du capital de la banque est constitué de flottants. Parmi les plus gros actionnaires, on retrouve de célèbres hedge funds, BlackRock et Vanguard, et l'assureur chinois Ping An. À eux trois, ils détiennent plus de 17% du capital, le reste étant partagé entre plus ou moins 187 000 actionnaires. Ils sont tous convaincus qu'HSBC n'a rien perdu, ni son esprit provocateur, ni son estime d'elle-même.
Elle, qui fut la 2e plus grosse banque et la 6e plus grosse société de la planète, compte toujours sur ses atouts très personnels pour s'en sortir une nouvelle fois. D'abord, son statut de banque des voyageurs et les tarifs imbattables qu'elle leur propose depuis 150 ans vont lui permettre de rester incontournable dans le monde de la banque de réseau. Ensuite, elle a traversé des guerres, des crises économiques majeures, provoqué des catastrophes, usé de méthodes douteuses, a été poursuivie pour cela, a payé et elle est toujours là. Enfin, ses 40 millions de clients répartis sur 64 pays lui font toujours confiance, surtout ceux qui ne savent pas comment se débarrasser de factures fiscales salées ou ceux qui vivent dans des endroits que personne ne voudrait habiter, comme des zones de guerre ou contrôlées par des milices armées. Si elle maintient toujours ses activités en Russie, elle reste très prudente avec les comptes de ses clients russes. Personne n'a oublié ce scandale russe qui date de 2014. Ce sera le dernier dont je vous parlerai car il ne faut pas abuser des bonnes choses. Entre 2010 et 2014, HSBC et 2 autres banques ont permis à l'équivalent de 20 milliards de narcodollars russes de transiter tranquillement vers des banques européennes, de l'argent dépensé ensuite par de riches oligarques pour mener la belle vie partout sur la planète. Après tout, ça fait marcher le commerce. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'histoire ou plutôt le roman de la banque aux 1000 scandales, celle qui n'a jamais eu peur de se frotter aux limites de la justice ou de la déontologie, foncez regarder l'excellent documentaire Les gangsters de la finance, réalisé en 2020, produit par la chaîne Arte qui revient sur toutes les affaires dont j'ai parlé aujourd'hui, et on vous a aussi préparé quelques liens dans le descriptif. Pensez-vous que l'esprit HSBC a changé? Qu'elle va se relever une nouvelle fois comme elle l'a toujours fait? Ira-t-elle encore pour ça jusqu'à dépasser les limites? On a hâte de savoir ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas que si ce que vous venez de voir vous a plu et que vous voulez nous le faire savoir, abonnez-vous. C'est gratuit et c'est le meilleur moyen de nous aider. C'est aussi le moyen de ne rater aucune vidéo qu'il faut partager autour de vous pour nous soutenir. On espère vous voir prochainement sur nos autres réseaux sociaux et d'ici là, on vous dit à très bientôt sur Money Radar.